Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chennibiru. Halud Mauni. Chennibiru. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Auditrices, auditeurs, bonsoir. Au menu du forum de la presse, pourquoi le forum de la presse? Parce que vous savez qu'on est vendredi et comme tous les vendredis sont jours de forum de la presse. Alors donc au menu du forum de la presse de ce vendredi 18 décembre 2015, nous avons 5 sujets. La recrudescence de l'insécurité au Mali avec une série d'attaques cette semaine, la réouverture de l'hôtel Radisson, la reprise des travaux du comité de suivi de l'accord de paix, le changement annoncé à la tête de l'administration avec l'arrivée d'un Tchadien en janvier et le démarrage des travaux de construction des sites de cantonnement. Il s'agit bien sûr du cantonnement des ex-combattants. Pour nous parler de ces sujets qui auront donc marqué la semaine, nous avons invité 3 journalistes, mais 2 sont pour l'instant présents dans ce studio. Il s'agit de Ami B. Cissé de Radio RFM. Bonsoir, monsieur Cissé. Bonsoir, monsieur Famba. Nous avons Abdoulaye Diakité, il est de Mali Jet. Monsieur Diakité, bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Seydou Famba. Studio Tamani. Mesdames et messieurs, bienvenue donc. L'insécurité reste malheureusement toujours une source de préoccupation au Mali, comme le démontre la multitude d'attaques perpétrées cette semaine. Il y a eu Nyono, Gao, Bamba et pas plus tard qu'aujourd'hui, Tombouctou. 3 jeunes y ont trouvé la mort, dont un animateur de radio. C'est un événement auquel vous vous intéressez beaucoup, Ami BCC. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. D'abord, je m'incline devant la mémoire de ceux qui sont tombés, premièrement parce que c'est des hommes de médias, deuxièmement parce que ce sont des Maliens, et je me dis que nul n'est aujourd'hui à l'abri de ce qui se passe dans ce pays et ailleurs. Donc c'est vrai, on s'intéresse trop à cela. Malheureusement, il fallait s'y attendre, certains l'avaient prédit. Les hommes sans foi ni loi peuvent taper à tout moment, n'importe où, et c'est la preuve qu'ils viennent de donner après des hôtels, après peut-être des bars. Aujourd'hui, ils sont vers les médias et peut-être demain, ce sera des mosquées ou bien peut-être même un endroit stratégique du pays. Abdoulaye Diakité de Mali Jet, c'est bien triste ce qui vient d'arriver à Tombouctou. Oui, c'est triste, comme l'a dit M. Cissé. Mais je voudrais juste, je ne sais pas si nous avons la même information. Je crois que c'est 2 jeunes d'une radio qui ont été assassinés. Et le 3e, c'est un étudiant qui était au Maroc. Il était venu à Tombouctou et il s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, parce qu'il était en compagnie de ces 2 jeunes-là. Et je crois Joël Oumar et j'ai Samuel Alassane Diko. Et le 3e, l'étudiant, c'est Abdel Malek Ag. Je crois que ce sont les noms de ces 3 jeunes qui ont malheureusement trouvé la mort hier soir à Tombouctou devant la radio Taenit. Donc c'est malheureux comme il a dit, mais ça prouve que on est encore loin du bout du on est encore loin de de l'objectif qui est d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'étendue du territoire. Il disait tantôt que c'était les hôtels et après, maintenant, pour l'instant, on ne sait pas si effectivement il y a une relation entre cette attaque et la religion chrétienne. Parce qu'on m'a dit que la radio en question est une radio confessionnelle à tendance chrétienne, je crois bien. Donc, pour l'instant, aucune piste n'est négligée. Et dernière information que nous avons, c'est que ces jeunes aussi avaient organisé, il n'y a pas longtemps, une vaste campagne dans la région autour de la paix. Et quand on sait que les terroristes ne se sont pas inscrits dans cette logique-là, ils n'ont pas cet agenda-là, donc on peut comprendre que c'est la paix et certainement... Et c'est vers les ennemis de la paix. Les ennemis de la paix, voilà. Donc on peut peut-être penser ainsi. Les enquêtes sont en cours, on pourra savoir si c'est la religion chrétienne qu'ils visent à travers la radio ou si c'est
ils étaient venus spécialement pour mettre un coup d'arrêt à la vie de ces jeunes gens. Alors, Ami BCC de Radio RFM, l'attaque à Tombouctou qui a donc coûté la vie à 3 jeunes n'a pas été revendiquée. Mais est-ce qu'on peut penser à des pistes déjà? Vous savez, quel que soit celui qui aurait commandité cette attaque, c'est d'abord terroriste. Je ne sais pas ce qui est caché derrière cela, comme il a dit tout de suite. Et les enfants, c'est des gens que je connais personnellement, c'est des amis. C'est pourquoi je n'ai même pas voulu dire leur nom. La radio, c'est juste dans un quartier stratégique de Tombouctou. C'est vers 20h comme ça qu'ils sont... Ça dit, c'est un coup qui est préparé. C'est des gens qui sont connus. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas qui a fait cet acte. Est-ce qu'il fallait prévenir cela? Oui. On pouvait comprendre qu'à Tombouctou, à Gawakil, à tout moment, ça pouvait venir. Et moi, ça ne m'étonne pas. Mais que ce soit ces jeunes qui n'ont rien à voir avec armes, qui n'ont rien à voir avec des munitions, que ce soit eux qui soient tombés, comme il a dit tout de suite, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce que ces probables et présumés terroristes ont commis comme acte. Pas plus tard qu'hier, le responsable des services de sécurité insistait ici sur nos antennes sur la nécessité d'être plus vigilants. Ils ont également mis l'accent sur l'importance de la collaboration des populations. Ils ont vraiment raison, non, Abdoulaye Diakité? Oui, ça on le dit depuis longtemps. Et je crois que les populations doivent prendre conscience de cela, que elles ont une part de responsabilité dans leur propre sécurité. Et je crois que de plus en plus, les populations tendent vers ça. Ça commence à venir, mais ce n'est pas encore totalement le cas. Et maintenant, ce qui s'est passé à Tombouctou hier soir, bon, je ne sais pas... c'est des gens qui sont venus, des gens enturbanés. Bon, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas qui est qui. Et comme ça, quelqu'un vient comme ça, on ne sait pas qui il est, et puis bon, voilà, il peut commettre cette forfaiture. Donc ça complique souvent quand on ne sait pas, quand on n'a pas tout de suite les moyens de déterminer, d'identifier la personne, d'identifier l'intéressé. Les populations ont affaire à ça. Bon, quand vous êtes à Bamako, par exemple, que vous avez un étranger qui est façon comme ça, il y a un comportement suspect, on peut peut-être trouver les moyens de le dénoncer. Mais à Tombouctou, bon, quand les gens se comportent comme les autres, où tout le monde a le même accoutrement, les gens ont le même, c'est souvent compliqué pour la population. Et c'est ce qui fait que jusqu'à présent, ces terroristes-là, ils courent toujours, ils n'ont pas été arrêtés. Et donc jusqu'à présent, ils sont dans la nature. Et c'est un danger dans la nature encore. Oui, justement, mais cette prise de conscience au sein même de la population n'est pas là. C'est d'ailleurs là où le bas blesse. On l'a vu, même quand il y avait l'état d'urgence, les populations n'ont absolument rien observé comme mesure, surtout que les autorités voulaient, d'une façon ou d'une autre, circonscrire des probables menaces. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est à Bamako que ces mesures qu'on ne voit même pas pratiquement trop sont prises aujourd'hui. Sinon, à l'intérieur du pays, on ne voit pas ce dispositif sécuritaire qui peut prévenir ou bien qui peut intimider toute personne qui a une intention nuisible de vouloir attenter à la vie des citoyens. Et comme je l'ai dit, moi, je pourrais comprendre. Récemment, c'était l'aménagement qui était attaqué. Je peux comprendre si c'est des positions de l'armée, mais que ce soit des civils, comme ça, à la porte d'une radio, c'est encore ce qui fait beaucoup plus mal. Abdoulaye Diakité de Malijet, nous sommes justement à la veille des fêtes de fin d'année. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? C'est un moment quand même un peu délicat en matière de... C'est un moment un peu sensible parce que les terroristes, ils savent préparer leurs coups et ils savent comment frapper pour atteindre leur objectif. Donc tout de suite, on voit que les hôtels, il y a la sécurité qui est renforcée autour des hôtels. Mais les terroristes, quand ils veulent frapper, ils ne vont plus venir à l'hôtel. Ils ne vont plus venir à l'hôtel. Surtout là, ils ont déjà frappé. Voilà, parce qu'ils savent qu'on les attend là-bas. On les attend là-bas et ils vont plus venir là-bas. Ils vont choisir une autre cible qui peut être, on ne le souhaite pas, mais la maison de la presse, par exemple. J'aurais préféré que des mesures de sécurité soient appliquées à la maison de la presse.
Parce que aujourd'hui, ils ont frappé dans les hôtels, mais la prochaine cible, ce n'est pas forcément les hôtels. Ils vont frapper ailleurs. Et c'est ce qu'il faut prévenir. Partout où on sent que le coup peut venir, il faut sécuriser là-bas. Ami BCC, mais le dispositif peut ne pas être visible, non? Mais le dispositif n'est pas visible, ça c'est possible, mais en réalité, il faut qu'on se dise la vérité, le dispositif n'est pas réellement là. On ne peut pas jouer sur les mots, le dispositif n'est pas là. Il parlait tout de suite de la maison de la presse. Tous les confrères ne sont pas ici. Moi, je pense qu'on peut sécuriser les différents sièges des journaux, les différentes radios, mais l'État n'a pas ces moyens. L'État n'a même pas pu sécuriser toutes les écoles, toutes les mosquées, tous les endroits stratégiques de la capitale. Je pense que, comme on l'a dit dans le précédent volet tout de suite, il faut que ce soit les populations même qui prennent leur destin en main, en faisant beaucoup plus attention. Moi, je vois tout de suite en venant comment est-ce qu'il y a cet embouteillage. Mais qu'est-ce que les populations peuvent faire, par exemple? Ce que les populations peuvent faire, il faut qu'elles soient prudentes. Cette prudence n'est pas là. On oublie que récemment que ce pays a connu un coup dur et tous les soirs, c'est des danses, c'est des concerts, c'est des mariages. On oublie complètement qu'à tout moment, un ennemi peut se faire exploser. Vous savez, dans la tactique des terroristes, ils cherchent à frapper là où ça peut créer la sensation. Et quand ils ont frappé au restaurant bar la terrasse, ça fait un coup médiatique. Et après, ils sont venus à l'hôtel à Radisson, où ils ont frappé, ça fait un coup médiatique. Je ne le souhaite pas. Mais si ça venait à arriver aussi à la maison de la presse, ça ferait un coup médiatique pour eux. Et c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à faire sensation. Ils cherchent à créer la sensation, frapper les esprits. Et partout où tous les symboles, tout ce qui est symbole en la matière, il faut se mettre à l'abri. Ils peuvent venir. C'est ce que je dis. Donc, avec les fêtes de fin d'année, il faut vraiment renforcer la sécurité. C'est vrai qu'il n'y a pas le risque zéro. Ça n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Mais le président de la République disait que la sécurité, ça allait être renforcé quand Macky Sall est venu. Mais bon, à part les hôtels, je ne vois pas beaucoup où il y a une présence sécuritaire dans les autres endroits, les cibles stratégiques, où les terroristes peuvent frapper. C'est-à-dire qu'on dit que les populations doivent participer, oui. Mais les populations ne peuvent pas tomber dans l'amalgame ou bien, je ne sais pas, s'en prendre à des gens comme ça. Il y a aussi des services de sécurité, des services de renseignement qui doivent fonctionner. Donc les populations, je sais qu'en France par exemple, on ne va pas me dire que les populations ne sont pas suffisamment éveillées pour jouer leur rôle, mais ça n'a pas empêché les terroristes de frapper. Elles peuvent participer, mais elles ne peuvent pas faire ce que l'État doit faire. Moi je pense. Alors dans 2 minutes, il sera 18h30, nous allons donc observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le forum de la presse avec 2 invités, Ami BCC de Radio RFM et Abdoulaye Diakité de Malijet. Nous parlons de plusieurs sujets, l'insécurité, la réouverture de l'hôtel Radisson, le changement à la tête de l'aménagement et d'autres sujets. À présent, nous allons parler de Radisson. Vous savez, après l'attaque terroriste du 20 novembre dernier, l'hôtel a réouvert et l'événement n'est pas passé inaperçu, Ami BCC. L'événement ne peut pas passer inaperçu parce que vous l'avez dit, mon confrère le disait tout de suite, Radisson aujourd'hui est devenu un symbole pour le Mali. Et le fait que ce soit réouvert, moi je pense que c'est un bon acte, c'est une victoire de l'humanisme contre la barbarie. C'est pour montrer que voilà, ce qui s'est passé c'est dur, mais aujourd'hui il faut se lancer dans une lutte contre le terrorisme. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est que ce soit le président qui le fasse. C'est bien, il est venu prendre un engagement, mais est-ce que cet engagement ira jusqu'au bout? C'est là que les Maliens l'attendront. C'est encore des employés d'un hôtel qui sont en train de risquer leur vie. C'est des étrangers qui viendront, quoi que ce qui s'est passé soit tragique, ils viendront encore risquer et prouver au monde et au Mali que voilà ce que les terroristes ont voulu, ils ne l'ont pas atteint. Abdoulaye Diakité de Malijet. Bon, c'est une bonne chose qu'on ait pu ouvrir
l'hôtel Radisson de Citeaux. Et comme il l'a dit, quand c'est le président de la République en personne qui fait ça, le symbole est fort. Mais le symbole est fort, mais il faut pas se limiter à ça. Parce qu'aujourd'hui, on a rouvert l'hôtel Radisson. Il faut faire en sorte que demain, ça ne soit pas l'hôtel Kempinski ou bien l'hôtel Olympe qu'on va attaquer. Il ne faut pas faire en sorte que ce qui s'est passé à Radisson puisse se reproduire. C'est ça le défi. Le défi n'est pas qu'on ait pu rouvrir l'hôtel de Citeaux, non. Mais le défi, c'est que ça puisse permettre d'empêcher à ce qu'il y ait un deuxième hôtel Radisson au Mali. C'est ça le plus important. Nous allons nous intéresser à présent à l'accord de paix, au sort de l'accord de paix. Alors, le comité de suivi de l'accord de paix a repris ses travaux cette semaine, mais pas sans remous. La CMA, la Coordination du mouvement Lazawad et la plateforme avaient dans un premier temps quitté la salle AMBCC. Bon, moi, rien ne m'étonne de ce que feront la CMA et la plateforme, parce qu'à plusieurs fois à ce même micro, je l'ai dit, je suis peut-être l'un des confrères qui a le plus décrié cette alliance et cette entente entre la CMA et puis la plateforme. C'est que sûr, ils ont toujours les mêmes enjeux, les mêmes objectifs. Et aujourd'hui, c'est une coalition pure et simple contre un gouvernement apathique qui, même s'il le veut aujourd'hui, n'arrive pas à mettre les choses dans le bon sens. Parce que l'accord aujourd'hui, qu'on se dise la vérité, ce n'est pas le gouvernement. C'est la communauté internationale qui ne bouge pas les pas. Et là, le Mali se retrouve au sein de son propre piège, parce que c'est un engagement que le Mali a pris. Les groupes armés vont commencer à se plaindre et on donnera une légitimité à cette plainte, parce que c'est d'abord contre le gouvernement malien. Bon, la position du gouvernement est très délicate, parce que tout tourne pratiquement autour du gouvernement. C'est vrai que vous avez parlé de la communauté internationale, mais le plus gros du travail revient au gouvernement qu'on voit tout de suite. C'est-à-dire que s'il y a un bouc émissaire, c'est le gouvernement qu'on voit tout de suite. Or, je ne suis pas sûr que chacun ait tenu à 100% ses engagements. On est plus prompt à pointer l'autre du doigt, mais il n'est pas dit que forcément il doit être couvert de tous les péchés d'Israël. Donc, c'est vrai, j'étais à la conférence du Parrainat le samedi dernier, où les responsables de ces groupes-là ont exprimé leur insatisfaction, leur mécontentement par rapport à la mise en œuvre de l'accord. Mais bon, la mise en œuvre d'un accord, on n'est jamais satisfait à 100%. On n'est jamais satisfait à 100% avec un accord. On n'est jamais satisfait à 100% avec sa mise en œuvre. Donc il y aura toujours des failles, mais l'essentiel c'est qu'on puisse aller, on puisse progresser. Il y aura toujours des insuffisances, mais il ne faut pas rompre le dialogue, il ne faut pas quitter la table de négociation, parce que personne ne gagne dans cela. Ce qu'on gagne aujourd'hui, ce qui est l'intérêt de tout le monde, c'est qu'on puisse aller en avant et que le Mali puisse sortir de ça. Donc, qu'on puisse au moins... rien ne sera parfait à 100%, mais l'essentiel est que les acteurs puissent se comprendre que le gouvernement est certes lent dans ses actions, mais il y a la bonne volonté qui est là. Voilà. Alors, cette question ou alors une réaction d'AMBCC? Oui, moi je ne prends pas le gouvernement comme une entité à part entière. Je le disais tout de suite, cette application de l'accord, c'est d'abord des moyens. Et ces moyens, ce n'est pas du tout l'État qui les a, c'est la communauté internationale. Et les groupes armés, nous le savons, c'est des gens qui veulent juste pousser le gouvernement à penser beaucoup plus à eux. Aujourd'hui, ils veulent être dans un système, dans un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement tarde. En réalité, nous le savons tous, cet accord, il y a des compromis, des compromissions là-dedans, et quelque part tôt ou tard ça va revenir, et lorsque on les a vus, on a vu des positions divergentes. On a
renforcé, on a obligé tous ces groupes-là, avec même l'État malien, à signer un accord. Et aujourd'hui, les difficultés sont étalées au grand jour. Ce n'est pas seulement dans la mise en œuvre que ça va venir. Même aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, je ne crois pas trop à ces deux groupes, ni de la plateforme, ni de la CMA. Maintenant, c'est le gouvernement aujourd'hui qui peut-être, comme l'a dit le docteur Abdoulaye Niang, qui va donner une légitimité et une autonomie aujourd'hui à une région. Et ça va amener un problème après. Bon, moi je crois quand même qu'il faut, contrairement à ce que tu dis, j'apprécie beaucoup l'entente qu'il y a eu entre les deux groupes-là. Et parce que c'est cette entente qui va nous permettre d'avancer. Il y a eu même beaucoup de rencontres, des rencontres intercommunautaires. Bon, voilà, au niveau des ANEFIS, il y a à Kidal, aujourd'hui au moins, ces groupes sont ensemble, ils peuvent faire des patrouilles ensemble avec l'armée malienne. Tout ça, c'est un climat propice à la mise en œuvre de l'accord. Mais imaginez si ces groupes-là étaient en train de se combattre encore. Bon, je ne sais pas, on allait tomber dans le pessimisme encore. Donc, je pense que c'est déjà bon, et le porte-parole de la plateforme le disait l'autre jour. Il faut que cet exemple-là se développe. Il faut que l'attente qui a pu se créer entre la plateforme et la CEMA, il faut que cet exemple se développe et que les Maliens se pardonnent. Bon, après une guerre, forcément, il y a toujours des frustrés, il y a toujours... on ne peut pas être satisfait à 100%. On aurait voulu ne pas en arriver là. Mais si on est arrivé là, il faut chercher à s'en sortir. Et pour cela, il faut des concessions. Et on est obligé de se pardonner. Bon, on est obligé de... Bon, tout ne peut pas être réglé. Donc, il va falloir que les uns et les autres comprennent cela et qu'on puisse voir l'intérêt du Mali, l'intérêt de ces milliers de populations qui sont réfugiées dans les autres pays voisins, qu'on puisse un jour, ces populations puissent regagner le bercail. Donc c'est ça qui est le plus important. Maintenant, figurer dans un gouvernement bon, je pense, bon, ça peut, mais c'est pas, pour moi, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le Mali, non des postes. Pour eux, c'est ce qui est important pour eux. J'ai bien malheureusement. Voilà. Malheureusement. Alors, Ami BCC, pensez-vous que les critiques de la CMA et de la plateforme qui visent les autorités sont toutes sans fondement? Rien n'est sans fondement. Tout aussi ne peut pas avoir un fondement légitime. Moi, je pense que ce sont des gens qui se sont inscrits dans la République, mais cela ne les a pas empêchés. On a vu même bien après la signature de l'accord qu'ils ont brandi des documents comportant, comment on appelle ça là, le sigle d'un État de l'Azawad. Donc c'est des gens jusqu'à demain en qui moi je n'ai jamais eu confiance, et je n'aurai jamais confiance à ce groupe d'individus qui a pris les armes contre la République. Comme il l'a dit, il faut pardonner. Je n'ai rien à leur pardonner, mais seulement je sais que c'est des gens qui ne sont pas encore inscrits dans la République. Un autre aspect, c'est quoi? C'est que ce n'est pas le gouvernement aujourd'hui qui peut faire les choses comme je l'ai dit tout de suite. La communauté internationale est en train de voir et en train de traîner les pas, comme je le disais, au risque de me répéter. Et c'est ce qui fait que le blocage est là. Sinon, ceux qui sont en train de dire la mise en œuvre de l'accord, ce n'est pas seulement c'est tout le monde. Mais si ça n'avance pas, je crois qu'ils ont le droit de crier, bien que le gouvernement est en train de dire que ce n'est pas vrai ce qu'ils sont en train de... Donc, être juge dans cette histoire, c'est compliqué. C'est eux qui ont signé. Si c'est moi qui devais être, comment on appelle ça là, le superviseur ce jour, on n'aurait pas signé cela. Malheureusement, ils ont signé, ils n'ont qu'à se comprendre entre eux-mêmes. Bon, vous avez demandé si toutes les critiques sont fondées. Et certaines sont fondées. Certaines, pas beaucoup. L'accord même a prévu des mécanismes là. L'accord a prévu des chronogrammes. Bon, quand on signe un accord, c'est pour accepter l'application. Bon, il se trouve que le gouvernement, il y a des mesures récemment prises qui ne sont pas prévues par l'accord. Or, le gouvernement a accepté de signer l'accord, donc le gouvernement a accepté la mise en œuvre de l'accord. Bon, c'est ce que les groupes armés ont critiqué.
Bon, peut-être le gouvernement, du côté du gouvernement, le gouvernement aussi trouvera quelque chose à redire contre ces mêmes groupes-là. Donc, c'est des gens, ces acteurs qui s'accusent mutuellement. Bon, vous avez mis un doigt accusateur sur la communauté internationale, mais je crois que la communauté internationale, jusqu'à preuve de contraire, son accompagnement ne fait pas défaut. Il faut saluer cette communauté internationale qui est restée mobilisée aux cheveux de notre pays depuis maintenant comme 2 à 3 ans. Je crois qu'il faut saluer la communauté internationale. Elle est en train de nous accompagner. Son rôle, c'est de nous accompagner. Nous accompagner, nous Maliens, à vivre ensemble en paix. Les acteurs, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons créer les conditions les meilleures pour pouvoir vivre ensemble. Et ils sont là pour nous accompagner. Et je crois que jusqu'à preuve de contraire, c'est ce que la communauté internationale essaie de faire. C'est vrai que de temps en temps, il y a des frictions, de temps en temps, on les accuse, on les bombe. Mais il faut comprendre les mécanismes d'intervention de ces missions. Beaucoup accusent la MINUSMA est comme ça, la MINUSMA est comme ça, la MINUSMA couvre les terroristes, les MINUSMA avec les rebelles Touareg, Mais beaucoup n'ont pas lu le mandat de cette MINUSMA pour savoir ce que la MINUSMA doit faire et ce que la MINUSMA ne doit pas faire. Il y a ça aussi, il y a ça, ce problème aussi. Donc, là, pour moi, jusqu'à preuve de contraire, la communauté internationale est en train de nous accompagner. Mais la paix, c'est les Maliens eux-mêmes qui vont faire cette paix. Donc nous sommes les acteurs. C'est à nous de chercher à vivre en paix sur un territoire en paix. Et ça, personne ne viendra faire ça à notre place. Alors, c'est évident que la MINUSMA ne peut pas travailler en dehors de son mandat. Mais les mandats, ce sont les hommes qui le font et les mandats ne sont pas une fin en soi. Pourquoi on n'a pas senti d'évolution ? Moi, je vous retourne la question. Je me rappelle bien, c'est vous-même qui m'avez posé la question ici. Quand on a prolongé le mandat de la MINUSMA, vous avez dit que c'est des mois. J'ai dit même si c'est d'un jour, les Maliens aujourd'hui ne sont pas d'accord avec la MINUSMA et ils ont été tels qu'ils n'ont rien à voir dans la lutte contre le terrorisme. Donc, je ne vois pas pourquoi, si tel n'est pas le cas, la MINUSMA est la force la plus attaquée aujourd'hui. Il faut que, comme il l'a dit, qu'on renouvelle, qu'on revoie ce mandat. Mais non, la MINUSMA est là. Si le Mali aujourd'hui a besoin de l'accompagnement de la communauté internationale, ça doit être en termes de moyens financiers, en termes de moyens militaires. Et bien que cette communauté soit là, ces moyens militaires dont on a besoin aujourd'hui n'est pas tout à fait là. Je suis désolé, la MINUSMA ne joue pas ce que les Maliens veulent qu'elle joue comme rôle. Et c'est cela, ce n'est pas la MINUSMA, ce sont les autorités. Monsieur, si vous me le permettez. Oui. Aujourd'hui, quand vous prenez la grande majorité des Maliens, et vous leur demandez pourquoi la MINUSMA, selon vous, la MINUSMA ne joue pas son rôle. Certains vont vous dire, la MINUSMA ne joue pas son rôle parce que la MINUSMA n'a pas botté les fesses aux rebelles Touareg, à Kidal, pourquoi la MINUSMA n'a pas fait. Beaucoup ne vont pas tout de suite vous dire parce qu'on n'est pas content, parce que la MINUSMA ne lutte pas contre les djihadistes, les terroristes. Mais ils vont dire pourquoi la MINUSMA n'a pas aidé l'armée malienne à battre les rebelles, Beaucoup vont en venir à ça. Or, ce n'est pas le rôle de la MINUSMA. Tout le monde est convaincu que le mandat actuel de la MINUSMA, ce n'est pas adapté. Et c'est même curieux, parce que lorsque, je crois, Hervé de Latsout est venu l'année dernière, il est venu ici au Mali et il a tenu une conférence de presse à l'hôtel de l'Amitié. Ce jour-là, il disait que la MINUSMA allait adapter son dispositif sécuritaire au terrain. Donc, entendez par là que la MINUSMA allait épouser une posture par rapport à la réalité d'en face. Bon, quand Hervé de Latsout dit ça, et le prochain mandat de la MINUSMA, c'est le Béninois qui était adjoint là, qui va à l'Assemblée nationale qui dit « Ah non, la MINUSMA n'est pas là pour lutter contre les terroristes. » Bon, il y a une contradiction. Hervé Latsout, quand il est venu,
il y avait une perte hallucinante d'hommes sur le terrain. Et il a dit que la MINUSMA va amener des engins lourds, c'est-à-dire que des engins adaptés aux réalités du terrain. Donc pour moi, cette réalité, ça va dans le cadre des terroristes. Vous voulez dire de la que lutte contre les terroristes. les discours n'ont pas été suivis Des faits, parce que pour moi, on ne peut pas envoyer des gens, comme le président sénégalais l'a dit, on ne peut pas envoyer des gens au nord du Mali pour venir maintenir une paix. Il n'y a pas une paix à maintenir, il faut imposer la paix, parce qu'on a affaire à des forces hostiles. Quand vous dites que vous n'êtes pas là pour lutter contre les terroristes, or les terroristes sont là pour lutter contre vous, il y a problème. Il y a problème. Donc, le maintien de la paix, c'est quand c'est pas dans une situation de terrorisme. C'est pas dans et ils n'ont pas un agenda. Leur agenda n'a rien à voir avec le maintien de la paix. Ils n'ont rien à voir avec une paix. Donc, c'est un mandat qui n'est pas comme les autres pays où on a affaire à des rébellions où on peut trouver un moyen de dialogue. Aujourd'hui, si la guerre qui se passe au Mali, c'était entre seulement le MNLA, la CEMA et le gouvernement, la plateforme, les groupes signataires de l'accord, si le conflit se résumait à ces groupes-là, on pouvait comprendre que la MINUSMA soit là pour maintenir la paix. Mais tel n'est pas le cas. Il y a d'autres acteurs qui n'ont rien à voir avec la paix. Or, la MINUSMA est sur ce terrain-là. Donc, il va falloir forcément qu'on trouve les moyens, qu'on donne les moyens aux gens qui viennent au nord du Mali pour se battre. Ils ne sont pas là pour venir mourir comme ça, comme des chairs à canon. C'est ça, c'est regrettable. C'est ce qu'on peut regretter au niveau de la MINUSMA. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, Un avis, Un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Deux journalistes pour parler des événements qui auront marqué la semaine. Ami Bessissé de Radio RFM et Abdoulaye Diakité de Mali Jet. Alors, la MINUSMA, on en parlait tout à l'heure. Nous allons donc rester sur la MINUSMA, mais sous un autre angle. La MINUSMA qui change maintenant de tête à la place du Tunisien. Donc, un Tchadien est annoncé, Ami Bessé. Ben moi, vous pensez que ça m'impressionnerait? Non, pas du tout. Moi, je pense que quel que soit l'homme qu'on mettrait à la tête de la MINUSMA, c'est des textes qui ont fait que la MINUSMA est là. Et c'est très clair dans le chapitre. La MINUSMA est venue au Mali sous chapitre 7 des Nations Unies. Et là, ça voudrait tout dire. La MINUSMA doit être en mesure d'utiliser la force. Si elle ne le fait pas, il y a bien, comme il a dit tout de suite, une contradiction entre ce qui se dit et ce qui se fait. Que ce soit un Malien, un Tunisien ou bien un Américain, quel que soit celui qu'on mettrait à la tête, moi je pense que c'est de la poudre aux yeux. Il va falloir qu'on revoie le contenu du mandat de la MINUSMA pour que vraiment on puisse sur le terrain voir que cette MINUSMA agisse. Parce qu'à un moment, ils l'ont fait. Quand ils ont ouvert le feu sur les positions de la CMA ou bien, je sais pas, du MNLA, les Maliens avaient applaudi. Parce qu'il le fallait en ce moment. Mais depuis lors, elle s'est rétractée et là, plus rien. Donc la MINUSMA aujourd'hui, ce n'est pas une question de chef, c'est une question de contenu. Et une fois, j'ai interviewé Moussa Tembine de l'Assemblée et lui-même, il a dit que les autorités sont en train d'œuvrer pour que ça puisse changer. Bientôt, 4 à 5 mois, rien du tout. Je crois que ce n'est pas seulement la MINUSMA, c'est aussi les autorités parce qu'il faut que le destin du Mali soit pris en main. Abdoulaye Diakité. Bon, comme il a dit, comme mon confrère l'a dit, j'aborde dans le même sens, parce qu'aujourd'hui, les Maliens n'ont pas de problème avec une personne. Les Maliens ont des problèmes, et pas seulement le Mali d'ailleurs. Les pays de la sous-région le disent. Les gens n'ont pas de problème avec les chefs MINUSMA, un chef ou tant. Les gens ont des problèmes avec un mandat. C'est ce mandat qui pose problème par rapport au terrain, aux réalités du terrain. Que ce soit un Néerlandais, un Tunisien ou bien un Tchadien. Bon, pour moi, ce n'est pas ça, c'est pas ça le problème. Sauf le petit confort que ça va donner au Tchad, parce que le Tchad est le troisième contributeur de troupes au Mali. Bon, ça fait un petit réconfort.
Bon, au-delà de ça, je ne sais pas quelle est l'importance de ce changement de chef. Pour moi, la MINUSMA, que ce soit un Tchadien chef ou Tunisien, ou tant que le mandat n'est pas changé, on aura toujours affaire à la même MINUSMA dont les gens vont mourir malheureusement pour la paix. C'est le problème. Ce n'est quand même pas la première fois qu'on se plaint d'un mandat d'une mission onusienne, je crois qu'en Afrique centrale, au Congo précisément. Alors, pourquoi ce genre de situation arrive et qu'on ne tire pas d'enseignement à MIBC? Mais au Congo dont vous parlez, la MONUSCO, je crois. La MONUSCO, quand même, on a changé son mandat et puis elle a résolu le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale veut que le problème soit résolu? On confie pratiquement cette lutte antiterroriste à la France. Et la France, nous le savons, tant que le problème du Mali est résolu, la France n'a plus rien à faire ici. Donc, elle va continuer à entretenir le flou, elle va continuer à faire semblant de lutter, pas tout à fait. Donc, je crois que, comme on le dit, ce que les Maliens revendiquent aujourd'hui, c'est bien possible de revoir ce mandat qui est là. Mais est-ce que les autorités vont porter ce combat jusqu'aux Nations Unies? Là est toute la question. Nous avons une diplomatie qui est très, très gentille, une diplomatie qui est pratiquement au bord de sa tombe. Et malheureusement, très gentil, vous dites. Oui, mais quand je dis très... Donc pas agressive. Hein? Non, il faut qu'on soit dans un monde aujourd'hui de plus en plus compliqué. Il faut qu'on soit vraiment des hommes et des femmes capables de se dire les mots. Le président, il a essayé, c'est vrai, il a rétropédalé, mais à la place du président, le ministre des Affaires étrangères, lui, il n'a rien à perdre. Il faut bien qu'il muscle ses discours et qu'il ne parle pas trop souvent avec le cœur, mais avec plutôt l'esprit. Et défendre les intérêts d'un pays, on ne perd jamais. Mais malheureusement, c'est ce qui n'est pas là. Lui-même, il est trop gentil dans les négociations qu'on a eues. Il a tellement défendu et laissé passer des choses. Et c'est ce que j'ai dit, on va les retrouver devant nous. Et malheureusement, à chaque fois, ce seront des épines dans nos pieds. Vous avez accusé la France, mais je crois que jusqu'à preuve le contraire, la France mérite la reconnaissance du peuple malien pour tout ce qu'elle a eu à faire et tout ce qu'elle fait encore au Mali. Vous pensez que la France n'est rien dans le problème? Pas seulement au Mali. Bon, quelque part, je ne sais pas. On ne peut pas être sain à 100%, mais il faut voir ce que la France a fait pour nous. Il ne faut jamais perdre de vue Kona, ce que la France a fait à Kona, ce que la France a fait à Gao, ce que la France a fait à Tombouctou, ce qu'elle continue à faire dans la Dra des Iforas. La France a fait beaucoup de choses, mais le problème n'est pas la France. Je dis que le problème, c'est l'ONU. Et la France est là, la France intervient pour lutter contre le terrorisme. C'est clair. Et cette action s'est étendue sur 5 pays. C'est clair. Mais le problème, c'est l'ONU. Le problème, c'est un mandat. Le problème, c'est que c'est des gens que l'ONU envoie sur le sol malien. Et on ne leur donne pas les moyens pour venir faire face aux réalités maliennes. C'est ça le problème. Sinon, dire que la France joue son rôle. Hein? La France joue son rôle. Elle continue à jouer son rôle. Selon ses intérêts. Je ne sais pas s'il y a un pays qui n'a pas d'intérêt. Je ne crois pas. Il n'y a pas un pays qui n'a pas d'intérêt. Mais, comme tu l'as dit, il faut savoir jouer. Il faut savoir jouer. Même si la France a d'autres intérêts, d'autres visées. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle est en train de jouer son rôle. Elle est en train de combattre les terroristes. Elle nous a sauvés d'une situation catastrophique. Il nous reste donc très peu de minutes. Nous allons essayer d'aborder un dernier point, c'est les cantonnements. Alors, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix et les travaux de construction des sites ont commencé. Alors, c'est quand même un pas important de franchir, non, dans le traitement de ces dossiers à MIBC. Oui, c'est toujours bien de savoir que les choses, bien que difficiles, avancent plus ou moins dans le droit chemin. Mais ce qu'on constate aujourd'hui au nord du Mali, on nous fait cas de d'autres personnes qui ont des armes en leur possession, des gens qui n'ont jamais été combattants, qui n'ont jamais été ni
dans la CMA ni dans la plateforme. Ce sont des gens aujourd'hui qui viennent se proposer comme étant des ex-combattants afin qu'on les cantonne. Et là, c'est même un peu l'aspect politique qui a fait que l'autre jour, il n'y a pas eu la suite, disons, la prolongation de la réunion du comité de suivi de l'accord. Donc, le problème, c'est quoi? Il y aura toujours des armes qui vont traîner à gauche, à droite. On ne va jamais donner ces armes de sitôt et facilement parce que les groupes armés, comme on le dit, la confiance n'est pas là. Et au nord, moi, je suis bien de Tombouctou et je sais pourquoi je le dis. Les groupes armés qui sont là, leurs bras armés, c'est des gens qui ne font confiance jamais. Vous trouvez que s'ils vous donnent une arme, c'est qu'ils ont 2 de cachés. S'ils vous donnent 2, c'est qu'ils ont 4 de... Ils ne vont jamais vous donner essentiellement l'intégralité des armes qu'ils ont. Le problème, c'est que moi, à mon humble avis, il faut continuer à renforcer cette confiance-là. Il faut continuer à mettre les gens en confiance. Parce que sans la confiance, je ne suis pas sûr que les groupes vont accepter le cantonnement. Il parlait tantôt de la conférence de débat du Parena et ce jour-là, il y a le porte-parole de la plateforme qui a dit que s'ils cantonnaient leurs troupes, on ne va plus les écouter au niveau du pouvoir. Donc c'est comme si ces troupes deviennent des moyens de chantage. Je ne sais pas trop. Mais d'autres peuvent l'analyser comme ça. Et dans cette situation, je ne suis pas sûr qu'on puisse atteindre les objectifs du cantonnement. Encore qu'on est au début, il n'y a que 3 sites dont les travaux vont être lancés, je crois. Un site à Tombouctou et 2 sites à Gao. Donc, on est au début. Il y a jusqu'à 13 sites à Tchosé. Et quand est-ce qu'ils vont se faire confiance? La confiance va être instaurée jusqu'à ce que les groupes armés puissent amener leurs troupes là-bas et amener toutes leurs armes là-bas. Bon, c'est tout un processus, mais c'est déjà un pas de commencer à envisager ça. C'est déjà un pas, mais ce n'est pas encore fait. Il faut attendre beaucoup. Ami BC. Oui, justement, je crois que cet aspect, je l'ai évoqué lors du début. J'ai dit tout de suite, si le président de la plateforme dit qu'ils ne sont pas prêts à rendre les armes parce qu'on ne va pas les écouter, ça veut dire qu'ils peuvent à tout moment se retourner contre la République parce que ces armes qu'ils ont, c'est ce qu'on appelle leurs armes de combat. Et j'entends le générique sonner, donc avant de laisser la parole, je dis bonsoir à tout Tombouctou qui m'écoute sur les différentes radios partenaires. Et là, je dis que l'âme des disparu repose en paix. Alors, puisqu'il nous reste 1 minute, nous allons l'accorder à Ablaye Diakité de Malijet pour conclure juste. Bon, la conclusion, c'est que les Maliens aspirent à la paix. Chacun, dans son fort intérieur, veut la paix. Personne n'aimerait être éternellement dans une telle situation. Vous savez, vous voyez ce qui se passe au Burkina et comment ils sont en train de réussir. Donc, on veut que notre pays se stabilise. Chacun doit jouer son rôle, que ce soit le chef de l'État. Tout n'est pas autorité. Chaque Malien, à un niveau de l'échelle, peut avoir son rôle à jouer. Et que chacun joue son rôle. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est sur ces propos que s'achève le forum de la presse de ce vendredi 18 décembre 2015. À la réalisation, Ousmane Djadje Touré, mise en onde Mamadou Ouattara, régie vidéo Lassine Sinetao, à la présentation Seydou Fomba. Nous vous remercions et nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine. Et bon week-end et au revoir. Le Grand Dialogue. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Maundi. Shenibiri. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.